Les consultants en stratégie, on aide les directions générales à traiter leurs sujets les plus compliqués. En anglais, on dirait the most intriguing topics. Une grosse partie de notre métier, c'est de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et nous pouvoir apporter les bonnes réponses. Il y a la moitié d'articles qui disent que l'IA va remplacer les consultants et l'autre moitié qui dit l'IA ne remplacera jamais les consultants. Pour moi, c'est un outil qui est fantastique. Ça ne remplace absolument pas notre travail, mais ça nous permet de rajouter une corde à notre arc. Donc en fait, l'IA tout seul nous emmène pas très loin, mais l'IA avec une équipe, avec des juniors pour pouvoir l'utiliser, nous permet de faire des choses mieux et plus rapidement. Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast Career Insight, dans lequel nous invitons des professionnels de la finance et ou du conseil. Tu es partenaire chez Bain & Company. Est-ce que tu peux d'abord revenir sur les grandes étapes de ton parcours? Tout à fait. Donc, ravie d'être là aujourd'hui. Moi, je m'appelle Caroline Jean. Je suis partenaire chez Bain. J'ai commencé après un master à l'ESCP en 2012 chez Bain au bureau de Paris. J'ai fait à peu près 3 ans au bureau de Paris avant de déménager à Stockholm. Et pendant 6 ans, j'ai été consultante chez Bain dans nos bureaux Nordics. Je crois qu'on reviendra dessus. J'ai aussi fait ce qu'on appelle un externship. Donc, je suis sortie de chez Bain pendant 1 an et je suis retournée. Et je suis revenue à Paris depuis à peu près 5 ans. Donc je suis associée qui couvre tous les sujets produits de consommation, luxe et également tout ce qui est stratégie, marketing et également un petit peu de développement durable. Et on pourra aussi en parler. Alors tu l'as dit, tu es diplômée de l'ESCP, une école de commerce. On entend beaucoup parler du conseil dans les écoles de commerce. Est-ce que c'est à ce moment précis que tu as découvert le conseil et est-ce que c'est à ce moment précis que tu as voulu aller vers ce domaine? Oui, alors en dernière année de l'ESCP, forcément il faut choisir une spécialisation. Et je me suis tournée vers le conseil, vers la majeure management général et stratégie. C'est vrai qu'en termes de choix, si on simplifie un petit peu, je voyais les choix comme étant soit on va au marketing, soit on va en finance, soit on fait quelque chose qui reste assez généraliste. C'est finalement comme ça que je me suis retrouvée dans le conseil. En étant un petit peu plus proche des sujets, j'ai trouvé que les problématiques étaient assez générales. Ce qui m'a beaucoup intéressée. Je pense que j'étais pas prête à l'époque à faire des choix qui allaient m'enfermer dans un secteur particulier, sur un sujet particulier. Et c'est en ça que finalement le conseil a été une bonne porte d'entrée pour moi. Et comme beaucoup, je pensais faire 2-3 ans et puis après on fera autre chose. Et finalement, j'y suis toujours aujourd'hui. Ah oui, tu es rentrée chez Bain après tes études comme associate consultant Tout à et fait. tu es aujourd'hui partenaire au sein du cabinet. Donc tu as franchi toutes les étapes et tu es ce qu'on appelle aujourd'hui un bébé Bain. Est-ce que tu peux retracer cette évolution au sein du cabinet? Oui, alors donc j'ai commencé en janvier 2012, donc j'étais associée de consultant. Quand on commence, on est assez généraliste, hein, donc j'ai travaillé sur beaucoup de sujets différents. J'ai fait un petit peu de due diligence, mais pas beaucoup. J'ai travaillé dans les télécoms. C'était intéressant parce que c'était une période où Free arrivait sur le marché et était très disruptif. Donc on a eu un certain nombre de sujets au niveau télécom à regarder. Ensuite, j'ai travaillé sur différents sujets au niveau industriel, des entreprises qui étaient un petit peu en difficulté. Donc c'était un contexte économique qui était plus favorable aux projets d'optimisation coût. Notre métier suit beaucoup les évolutions économiques, donc il y a des moments où on va couvrir plus des sujets d'accélération, ce qu'on appelle top line, donc comment faire croître mes revenus, comment pouvoir accélérer la croissance de mon entreprise. Et quand j'ai commencé, on était plus dans des sujets de marché qui se contractent, avec des questions de coûts, d'optimisation, et c'est vrai des sujets qui sont parfois un petit peu plus lourds à porter ou durs à pousser.
Et à ce moment-là, donc j'ai eu l'opportunité de partir en Scandinavie. Mon mari a eu une opportunité à Stockholm. Et donc, j'ai demandé un transfert pour raisons personnelles et je suis arrivée au départ pour 1 an à Stockholm, mais finalement, on a décidé de rester plus longtemps. Donc j'ai rejoint le bureau de Stockholm en 2014. Et directement, j'ai pu avoir la chance d'être confrontée aux industries très locales, hein. J'ai commencé à travailler dans l'industrie du papier en Finlande notamment, donc un joli changement de perspective par rapport à un parcours assez parisien jusqu'à maintenant. Et ensuite, retrouver un certain nombre de choses parce qu'il y a beaucoup de commonalités en fait, je trouve chez Bain dans la culture et dans les outils, dans la façon de travailler. Donc je dirais qu'il y a 80% de commonalité et 20% de culture propre locale. Et donc je me suis réintégrée dans des nouvelles équipes sur des sujets que j'ai aussi découverts localement. Par la suite, j'ai donc pris une pause pendant 1 an. J'arrivais au niveau de manager. Donc j'ai été promue senior associate, consultant et manager chez Bain à Stockholm. Est venue l'opportunité de faire ce qu'on appelle un externship. Donc sortir de chez Bain pendant 1 an pour couvrir un poste de direction stratégie au sein d'une entreprise qui appartenait à ASICS à l'époque, qui s'appelle Haglöfs, qui est un genre de Lafuma, Millet scandinave. Donc qui est une entreprise d'équipement outdoor qui couvre tout ce qui est ski, randonnée, camping, etc. Pour faire directrice stratégie pendant 1 an. Et pourquoi tu as voulu faire cet externship justement? Est-ce que c'est quelque chose qui est offert à tous les managers? Est-ce que c'était un choix fort de ta part? Est-ce qu'on t'a incité à le faire? C'est moi qui ai choisi. Au bout de ça faisait 4 ans, 5 ans que j'étais chez Bain, je ressentais le besoin de voir autre chose. Donc forcément, au bout de plusieurs années, on se dit, je suis consultant. Moi, j'avais l'impression que je ne savais rien faire. J'ai eu besoin de faire un step outside pour voir, pour faire un petit peu le bilan de ce que j'avais appris et comprendre aussi qu'est-ce qui me plaisait. Parce que rester un peu plus longtemps dans le conseil, ça doit vraiment être un choix proactif et savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Et donc moi, je suis sortie du conseil pendant 1 an pour me mettre dans cette entreprise-là. Au moment de l'ESCP, tout à l'heure, on parlait de ce qui m'a emmenée vers le conseil. Moi, j'ai toujours adoré le sport. Quand j'étais à l'ESCP, j'étais au bureau des sports, j'étais présidente du club d'aviron. À la base, j'adore le sport et j'ai toujours voulu travailler en équipementier sportif. Et donc cette opportunité est venue à un moment où je me posais des questions sur le conseil en me disant: «Est-ce que je vais faire que ça? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire par ailleurs que je n'ai pas pu faire?» Et donc l'externship est une super occasion de ne pas s'engager sur le long terme à sortir du conseil, tester quelque chose en étant confronté à la réalité de ce que nos clients voient au jour le jour. Parce que finalement, quand on est consultant, on reste externe. Quand on a fini notre engagement, le client, lui, continue le projet qui est en cours et nous passons à autre chose. Donc j'avais besoin de me mettre dans ce milieu-là pour comprendre comment ça fonctionne et donc être intégrée totalement dans cette entreprise-là. Quelles ont été tes principales missions au sein de cette entreprise? Alors moi, j'étais embauchée à l'époque, donc pour couvrir un congé parental, hein. On pourra aussi revenir dessus. En Scandinavie, les congés parentaux peuvent être assez longs, et donc ça donne aussi des opportunités, d'être contractuel et donc de prendre des positions différentes pendant une période de temps donnée. Et donc j'ai travaillé sur l'orchestration de la stratégie à 3 ans. Pour Haglöfs. On avait aussi des questions de priorisation du portefeuille, parce qu'à l'époque, il y avait un nombre qu'on appelle les SKU, donc un nombre de produits et de variations de produits qui était quand même très important par rapport à la taille de l'entreprise. C'était une entreprise assez passion, donc parfois la dimension business avait tendance à être un petit peu oubliée. Donc mon rôle, c'était aussi d'avoir ce regard critique
critique sur le portefeuille de produits, sur les choix stratégiques qui ont été faits, qui n'ont pas été faits, qui doivent être faits, et finalement d'être un petit peu le bras droit du CEO pour l'aider sur tous les sujets stratégiques sur lesquels il avait besoin d'aide pour faire progresser. Après cette expérience qui a duré à peu près 1 an, tu es retourné C'est en ça. conseil finalement, donc ça t'a pas incité à quitter le monde du Non, mais conseil? j'ai appris beaucoup de choses et donc en fait, effectivement, j'avais le choix, soit d'aller à la direction stratégie d'ASICS, au Japon, soit de garder le rôle, chez Agloffs en tant que directrice stratégie et membre du COMEX. J'ai choisi de revenir parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi j'aimais bien le conseil en sortant pendant 1 an et c'est pour ça que j'encourage, les gens qui, font du conseil depuis un certain temps, de sortir un peu et de se confronter. Alors pourquoi justement? Heu, Parce que je trouve que, ce qui m'a manqué dans ce contexte-là, c'était, la vitesse d'exécution, c'était le cadre, où finalement j'ai compris beaucoup pourquoi est-ce que nos clients parfois se sentent seuls. Parce que finalement, quand on est dans un siège, de direction générale, on est seul dans nos décisions. Quand on est dans le conseil, on a quand même un réseau assez puissant d'expertise, de compétences et de gens, qui sont prêts à partager leur expérience pour vous aider. Et aussi, des équipes qui sont prêtes, à travailler, et à faire progresser les sujets avec autant d'énergie que nous, on peut en avoir. Donc là-dessus, il y a un certain nombre de choses, qui, m'ont permis de comprendre ce que j'aimais moins, mais aussi ce que je devais changer, pour moi dans le conseil pour que ce soit une proposition de valeur qui me convienne mieux. Et Caroline, est-ce que tu dirais justement qu'après ce passage côté client, tu es devenue une meilleure consultante? Complètement. Ça m'a rendue meilleure parce que j'ai beaucoup mieux compris les enjeux de nos clients, j'ai compris leurs challenges, j'ai compris aussi, les questions qu'ils nous posent, pourquoi ils nous les posent et de quoi ils ont besoin, pour, que ça devienne actionnable, pour qu'eux puissent utiliser nos conclusions, même après qu'on soit partis. Alors j'ouvre la deuxième grande thématique de ce podcast, c'est le métier du conseil chez Bain. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas forcément très bien le monde du conseil, est-ce que tu peux décrire de la manière la plus simple possible ton métier? Alors c'est toujours la question compliquée. En fait, nous, les consultants, on aide les directions générales, en tout cas les consultants en stratégie, on aide des directions générales à traiter, leurs sujets les plus, compliqués. En anglais, on dirait, «the most intriguing topics». Donc on est appelé souvent pour aider sur des sujets, sur lesquels la réponse n'est pas forcément évidente, sur lesquels il faut, un pouvoir analytique, qui permet de donner, des éléments factuels pour orienter des décisions. Et c'est justement ça que j'ai vu, quand j'étais côté client, c'est qu'on a beaucoup moins d'outils et d'expertise à notre disposition. Et nous, dans le conseil, on est appelés pour aider, à orienter les décisions de manière factuelle, en amenant des faits, soit en termes d'analyse de données, soit en termes d'expérience accumulée, pour pouvoir, guider, les choix, des directions générales. Certains diraient, on est docteur, pompier, mais finalement ça se résume à ça, aider nos clients à résoudre leurs thématiques et leurs problématiques, les plus compliquées sur le moment. Est-ce que tu peux citer quelques exemples de problématiques justement auxquelles un client peut faire face et qui motiverait l'appel à un cabinet de conseil comme Bain? Oui, par exemple, une entreprise qui souhaite, se développer dans un marché dans lequel, il n'a jamais été, donc n'a pas l'expertise pour, y aller, ne sait pas forcément comment, commencer et surtout, a besoin d'aide pour dérisquer son approche. Donc ça, je pense que c'est un bon exemple, parce que les entreprises ont souvent énormément de compétences à disposition, mais pour faire ce qu'elles font déjà bien. Et donc, dans ce cas de new venture tel qu'on peut l'appeler ou d'adjacence, je pense que c'est un joli cas d'école, puisque les consultants peuvent amener, de l'expertise, dans ce secteur-là, peuvent apporter, leur vue, sur, d'autres,
exemples dans la même industrie, dans d'autres industries, de choses qui ont marché ou qui n'ont pas fonctionné. Et typiquement, notre approche fact-based peut aider à débloquer ces cas-là. On dit souvent que le conseil, c'est aussi une méthodologie appliquée à un cas client. Concrètement, comment tu ferais, toi, pour aider cette entreprise qui hésiterait à se lancer dans un nouveau marché? En fait, comment je ferais moi? On pose beaucoup de questions pour comprendre pourquoi. Déjà, pourquoi est-ce qu'ils veulent se lancer dans cette nouvelle aventure? Parce que si les raisons sont pas claires, les solutions vont être apportées à des mauvaises réponses. Et c'est d'ailleurs pour ça, je me permets de reconnecter aux entretiens en cabinet de conseil. C'est pour ça que dans les entretiens en cabinet de conseil, on structure les cas de façon à ce que ce soit un dialogue avec des questions et des réponses. Parce qu'une grosse partie de notre métier, c'est de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et nous pouvoir apporter les bonnes réponses. Donc pour en revenir à ce cas de New Venture, pourquoi est-ce que le business veut se lancer dans ce New Venture? Est-ce que c'est une recherche de revenus? Est-ce que c'est un moyen d'augmenter sa marge générale? Est-ce que c'est un moyen d'accéder au marché par un nouveau canal? Déjà, il faut commencer par la base du pourquoi et ensuite, il y a la question du comment. Quelle est la meilleure façon d'y arriver? Est-ce que c'est donc organique? Donc est-ce qu'eux ont les compétences de le faire eux-mêmes, de se développer? Ou est-ce qu'on veut aller vite et qu'on a les moyens et qu'il y a des cibles disponibles? Dans ces cas-là, on ferait plus des cas de fusion-acquisition et on chercherait plus des cibles. Bien sûr, je simplifie beaucoup, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est une approche assez systématique de questions et réponses et ensuite d'apporter les faits pour aider à avancer dans l'arbre de décision, qu'on demande aussi notamment en entretien de dessiner. Donc pourquoi est-ce qu'on irait dans cette branche-là et pas dans cette autre branche-là, et d'avoir une approche systématique pour choisir le progrès et l'avenue privilégiée. À quel moment s'arrête la mission du consultant en stratégie? Autrement dit, est-ce que tu n'es que dans la définition de la stratégie ou tu es aussi dans l'accompagnement, dans la mise en œuvre de cette stratégie au niveau opérationnel? Ça dépend des projets. On a des engagements qui peuvent faire 3 semaines, 1 mois, 6 semaines, 6 mois, 8 mois. Ça dépend vraiment des besoins. Donc la particularité forcément, c'est qu'à chaque fois, on définit une approche qui soit spécifique aux besoins du client. Donc on n'a pas vraiment d'approche standard. On a de l'expérience accumulée et donc un directionnel en disant: «En général, on peut faire ça de telle façon». Mais on développe toujours quelque chose de très spécifique en réponse aux besoins. Donc on peut aussi bien faire, certains de nos clients nous demandent simplement la phase de stratégie, la phase amont en disant, par exemple, sur cet exemple de nouveau business, le client a besoin d'aide pour calculer la taille du marché adressable, pour définir quelle est la meilleure façon d'y aller, et ensuite ils vont prendre le résultat de cette étude pour pouvoir le driver eux en interne et le mettre en œuvre. Et parfois aussi, on va être là jusqu'au bout pour continuer aux côtés des équipes, en équipe intégrée, à mettre en œuvre la recommandation jusqu'à la construction de ce new business. On n'a pas encore beaucoup parlé de Bain, on a parlé de ton parcours, mais est-ce que tu peux nous présenter rapidement le cabinet Bain et ses singularités par rapport aux autres acteurs de la place aujourd'hui? Bain & Company, on est une entreprise qui a 67 bureaux, qui a 15 000 employés. On est un cabinet de conseil en stratégie, fondé à Boston. On couvre une très grande partie des sujets au niveau de conseil. Donc, on est très fort en private equity, même leader aujourd'hui. Mais ça ne représente pas la majorité de nos revenus. On travaille aussi sur tout ce qui est sujet donc stratégie, marketing, accélération marketing. On a même une agence de médias dont on a fait l'acquisition il y a quelques années qui nous permet de faire des projets conjoints
avec l'agence média sur une accélération marketing digital, par exemple. On a aussi beaucoup d'expositions à tout ce qui est sujet enterprise technology. On a également un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on travaille pour être architecte de solutions. On a aussi des designers software. Donc, on a tout un univers autour d'enterprise technology sur lesquels on travaille. On fait aussi du performance improvement, donc tout ce qui est amélioration de la performance opérationnelle, aussi optimisation des achats. La liste est longue parce qu'en fait, comme je le disais plus tôt dans l'entretien, on est appelé sur tout sujet un peu complexe et intriguant, et on doit pouvoir avoir une palette pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, quand c'est des sujets de M&A, fusion-acquisition, on aura les experts en fusion-acquisition qu'on assemblera pour aider. Sur des sujets d'optimisation d'outils industriels, on travaille également sur l'évolution de modèles économiques en incluant tout ce qui est nouvelles technologies, en développant des solutions plus au goût du jour, l'intégration de l'intelligence artificielle, donc tous ces sujets-là. On a aussi tous les experts qui nous permettent de travailler. Donc c'est un champ assez vaste. Et c'est vrai que quand on est en tout cas moi, quand j'étais étudiante, j'avais pas forcément d'idée. Quand je me disais: «Je vais faire du conseil en stratégie», l'idée que j'avais, c'était les cas sur lesquels je travaillais pour les entretiens. Mais finalement, quand j'ai commencé, j'ai travaillé sur un sujet, un screening. Donc mon client faisait un screening de cibles, pour des centres de tri des déchets. Et donc, le début, ça a été, voilà, on cherche des entreprises qui font entre telle taille et telle taille, qui pourraient être candidates à l'acquisition par notre client. Ensuite, on a été amené à travailler sur des sujets de loyauté client. Donc, j'ai aussi travaillé sur ce qu'on appelle le NPS, Net Promoter Score, pour un opérateur télécom qui avait un certain nombre de clients qui n'étaient pas contents de leur service et qui nous ont appelés pour comprendre la valeur de tourner un client détracteur en un client promoteur. Donc la valeur d'avoir plus de clients contents qui donc achètent plus, qui restent plus longtemps. Il nous a demandé de quantifier cela. Donc en fait, à partir du moment où je suis rentrée dans le conseil, j'ai vu l'étendue de tous les sujets sur lesquels on peut travailler avec des équipes d'expertise très spécifiques et des références aussi à chaque fois adaptées à la problématique. Tu mentionnes un élément important pour les jeunes qui nous écoutent et qui sont intéressés par le conseil, c'est la grande diversité des missions, en tout cas quand on est au grade junior. On est généraliste et après on se spécialise, et toi, il me semble que tu rejoins la practice grande consommation au sein de Bain. Quels sont les grands types de missions que tu mènes à l'intérieur de cette practice? Oui, alors au début, c'est vrai que on reste chez Bain généraliste pendant un certain nombre d'années. Donc au bout de 4-5 ans, on commence à ce qu'on appelle s'affilier à une practice, donc pouvoir faire de plus en plus de sujets attenants à la même industrie. Et donc moi, suite à mon externship, donc suite au travail que j'avais effectué avec Agloves, je m'étais rendu compte que j'aimais beaucoup travailler avec des marques qui me parlent et des industries et des catégories qui me parlent. Et c'est pour ça que je me suis réorientée vers les produits de consommation. En termes de problématiques, donc typiquement le new business dont on parlait, donc les adjacences. On travaille sur des sujets d'adjacence. Les entreprises sont toujours à la recherche de la nouvelle catégorie dans laquelle se lancer. C'est des sujets qui sont stratégiques et assez, entre guillemets, classiques. Donc, on a beaucoup de sujets de stratégie. On a aussi un certain nombre de sujets de fusion-acquisition, notamment dans l'espace des produits de consommation. On voit beaucoup de consolidation, mais aussi de ce qu'on appelle des carve-out, donc des entreprises qui se séparent pour se recentrer sur leurs activités un petit peu cœur. Donc, il y a beaucoup d'activités M&A. Aussi, un certain nombre, je mentionnais notre agence Forward, mais un certain nombre de sujets d'accélération de marketing, en particulier avec
le développement, depuis maintenant un certain nombre d'années de ce qu'on appelle les marques insurgentes. Donc toutes les marques que l'on voit sur Instagram, TikTok, qui adoptent, des approches commerciales que les géants type, Procter& Gamble, Unilever et cetera, n'adoptaient pas. Ils étaient vraiment de l'école marketing un peu classique. Aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus dans le marketing direct to consumer et du coup, on a beaucoup de questions sur comment aider nos clients à évoluer de leur façon relativement traditionnelle de faire du marketing, réorienter leurs dépenses marketing, développer des campagnes sur les canaux qui correspondent à là où se trouvent les consommateurs et surtout le challenge que posent beaucoup les petites marques plus petites qui sont maintenant bien plus grandes, marques insurgentes en produits de consommation. Tu auras un exemple concret à nous donner du coup d'entreprise qui a dû transformer sa stratégie marketing ces dernières années? Tout en fait. Donc c'est vrai qu'en termes d'exemples concrets, je pense qu'on peut regarder, toutes les entreprises, du style, Unilever, du style, L'Oréal, quand on les voit, sur, TikTok, sur Instagram, c'est vrai que on les voit de plus en plus, je prends par exemple Shark Beauty. Donc Shark, c'est une entreprise qui fait, des consumer electronics. Donc ils font aussi bien, des, aspirateurs que, des fers à lisser, que des air fryers et des shakers. Hem, Ils sont très insurgents dans leur façon de faire du marketing. On voit beaucoup sur Instagram, de publicités, sur, comment est-ce que, les boucles du boucleur Shark Beauty, sont bien mieux que d'autres. Et ça forcément ça va forcer un Dyson à faire de même quand il lance, quand il lance son lisseur par exemple. Y compris, dans tout ce qui est plus, produits de consommation, fast moving comme on appelle, donc les cosmétiques avec, les do it yourself. Quand on voit les marques plus petites, arriver sur le marché, et prendre mettre une grande vague, sur le marché, Instagram. C'est vrai que, une entreprise comme L'Oréal doit pouvoir réagir, évoluer, sa façon de faire du marketing, je caricature, mais de spots télé qui étaient plus longs, à des spots beaucoup plus courts, adaptés au format YouTube, format Instagram, format TikTok, faire évoluer ce qu'on appelle la pyramide d'influenceurs. Donc trouver les bons influenceurs pour parler des bons sujets aux bonnes cohortes de consommateurs. Et tout ça, c'est une façon de faire du marketing qui est beaucoup plus naturelle pour les digital natives. Comme on prend une marque comme Gymshark, par exemple. Gymshark, c'est une marque de vêtements de sport qui est née dans les salles de sport via des influenceurs du sport. Et donc forcément, une entreprise comme Nike, comme Adidas, qui a une façon assez traditionnelle de faire du marketing, quand elle est confrontée à un Gymshark qui, a pris de court et qui a inondé les salles de sport, ça pose de vraies questions sur leur modèle, de marketing et de communication. Donc il y a beaucoup d'exemples. Chaque catégorie a ce qu'on appelle été disruptée, et donc on est beaucoup confronté à ce que ça veut dire pour les grosses entreprises des produits de consommation. Pour aider ce type de client dans ce type de mission, quelles sont selon toi les compétences clés requises et plus largement, quelles compétences tu développes au fur et à mesure de tes années en conseil et qui sont en fait transférables partout, même si tu travailles un jour en dehors du conseil? Oui, alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on recrute, des profils, école de commerce, école d'ingénieur. Quand on voit, dans les pays anglo-saxons, les cabinets de conseil en stratégie, comme Bain notamment, ont tendance à recruter un petit peu plus large. Ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est des profils, qui soient assez structurés, assez analytiques, mais qui ont aussi, pour moi, c'est beaucoup de bon sens. C'est-à-dire poser les bonnes questions, structurer les réponses, et aider, et faire de l'aide à la prise de décision. Et donc en termes de profil, ce qui nous intéresse toujours, ce sont des profils, de candidats qui, ont envie d'apprendre. Il faut une grande curiosité et donc ça, au-delà, du parcours, scolaire,
Et c'est ce qu'on voit aux États-Unis où en fait, à partir du moment, où on a un candidat, qui, est assez structuré, mais qui est très curieux, et qui a envie d'apprendre, vite. Ça, c'est typiquement le type de profil, qui marche bien chez nous. Et c'est aussi pour ça que le conseil est intéressant parce que, comme pour revenir à ce que c'est que le consultant et ce qu'on fait, c'est travailler sur, les sujets, les plus, intrigants et les plus complexes, du moment. Il faut avoir une curiosité pour pouvoir s'intéresser à ces sujets-là parce qu'ils évoluent, ils évoluent au fil de l'économie. Et c'est en ça qu'il faut, nous aussi, qu'on se réinvente constamment parce qu'on doit suivre l'évolution des tendances et accompagner nos clients à évoluer également. Donc ce que ça veut dire pour, un étudiant d'école de commerce qui arrive, en première année junior, c'est effectivement, être curieux, être volontaire, et être, structuré et robuste. Robuste dans sa façon de factualiser les analyses pour pouvoir, heu, pour pouvoir mettre en œuvre, ce socle de données, ces fondations de données, pour pouvoir aider, à la prise de décision. Caroline, est-ce que tu peux nous, décrire, le profil classique, des, candidats qui postulent aujourd'hui chez Bain? Oui, alors, il y a pas de profil classique, parce qu'en fait, on recrute, des membres, de nos futures équipes. Mais en général, c'est vrai que, le profil, serait plutôt, école d'ingénieur, école de commerce, université. Donc ils postulent, sur nos plateformes, et ensuite, passent au travers de notre processus, de recrutement, de plusieurs entretiens avec, les études de cas, telles que je le mentionnais avant, qui sont assez représentatifs de la façon dont on travaille. Il y a Hem un élément aussi qui est un peu redouté chez les candidats qui postulent chez Bain, c'est le test Gorilla au début, du process. Qu'est-ce qu'il évalue ce test? Oui, alors ce test Gorilla, c'est un test, un peu à la manière d'un GMAT, qui teste, des questions de logique, un petit peu de calcul, et je peux comprendre qu'il soit redouté. C'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux, parce que pour nous, c'est un peu la porte d'entrée, une première sélection pour ensuite passer, aux entretiens, en personne. Avec une partie fit et une partie étude de cas, quels seraient tes conseils pour un candidat, pour bien performer dans ces 2 parties de l'entretien? Oui, donc en fait, il y a effectivement cette, partie, étude de cas sur laquelle, vraiment, j'encourage les candidats à se préparer, correctement. C'est-à-dire que, c'est pas quelque chose, donc c'est quelque chose, ces entretiens sont en général assez normés. C'est-à-dire qu'on va, donner l'énoncé du cas. L'énoncé du cas, va être répété par le candidat. Ensuite, le candidat aura quelques minutes pour réfléchir, lister, son approche et sa façon de ce qu'on appelle craquer le cas, pour ensuite, en dialogue avec la personne qui interviewe, passer au travers de chaque étape, pour, montrer, comment est-ce que, le candidat, résoudrait le cas, mais aussi, donner envie aux recruteurs, de travailler avec cette personne. Donc ça, c'est pour, les études de cas. En termes de conseils, il y a beaucoup de choses qui sont à disposition. Moi, à l'époque, il y avait des livres. Aujourd'hui, il y a des livres, il y a des formations diverses et variées. Donc, j'encourage à prendre le temps de le préparer, parce que c'est vraiment une des conditions de succès, pour les entretiens. Ça, c'est pour la partie cas. Sur la partie, behavioral, donc on a une partie fit, comme tu l'as appelé tout à l'heure. C'est plutôt, des exemples de mise en situation. Là-dessus, c'est souvent en rapport avec l'expérience personnelle, aussi bien professionnelle que, extrascolaire, extracurriculaire. Donc ce que j'encourage, des conseils pour moi, pour les candidats, c'est vraiment d'écouter la question, de pas hésiter à prendre parfois quelques minutes pour réfléchir, aux bons exemples, mais ensuite, de pouvoir, transcrire ces exemples pour, aider, aussi, le recruteur à connaître le candidat. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche à savoir aussi bien dans l'étude de cas que, dans les exemples de fit, c'est connaître le candidat et avoir envie, d'avoir ce candidat dans notre équipe, demain. C'est parfois difficile d'intégrer un cabinet comme Bain,
après ses études en jeune diplômé, est-ce que on peut potentiellement rejoindre le cabinet un peu plus tard, avec un profil plus expérimenté, après avoir travaillé déjà quelques années en conseil ou ailleurs? Bien sûr, on a certainement, donc ces entrées, en tant que junior, donc associé de consultant chez nous en sortie d'école, mais au bout de 2 ans, 3 ans ou plus, donc on recrute au niveau senior associé de consultant, on recrute au niveau, jeune consultant, consultant expérimenté, senior manager, associé de partner et on recrute aussi, des partners. Donc à toutes les étapes, il y a, une possibilité, de rejoindre le cabinet avec, des expériences, diverses et variées et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a des équipes qui sont quand même beaucoup plus diverses que celles qu'on avait, quand j'ai démarré. Tant en termes de profil, donc on peut avoir du coup, je vous mentionnais, des média managers, qui sont des profils qu'on n'aurait jamais eu, quand moi j'ai commencé le conseil. On peut avoir aussi, des développeurs web, des codeurs, des gens qui travaillent dans le software également. Ce qui fait que nous, on a des équipes qui deviennent de plus en plus pluridisciplinaires. Et ça donne une vraie richesse, dans les équipes qu'on a, et on par exemple, je peux donner un autre exemple d'un projet sur lequel on travaille, sur lequel on a des équipes, de new business building, donc ils travaillent avec, des panels consommateurs, pour, la création d'un business qui n'existe pas et ils font toute la coquille du business, ils créent, le site internet, ils font un vrai, prototype. On peut faire des prototypes de produits, pour, aider nos clients aussi à visualiser, le projet qu'ils souhaitent faire et ça, c'est des compétences qui sont tout autres que celles, du consultant, d'il y a 15 ans, qui était beaucoup plus, dans, l'analytique, les market sizing, Excel, les présentations PowerPoint. Maintenant, il faut vraiment aller au-delà de ça. Au niveau jeune diplômé ou expérimenté, dans quelle mesure une recommandation en interne qui passerait, par du networking, du réseautage, peut-elle faire une différence pour, être, sélectionné par Bain et passer un entretien? Bah, tous les candidats passent par le même, processus. Donc la réponse et c'est vrai qu'on est tous, sollicités, pour faire passer les CV, et la réponse, elle est souvent la même, elle est toujours la même qui est, de postuler sur le site internet, pour ensuite, passer le test Gorilla dont on parlait tout à l'heure, et ensuite, être invité, aux entretiens pour la suite. Mais ce qui est important, c'est aussi notamment, tout ce qui est lettre de motivation et cetera et montrer l'intérêt pour le cabinet. Donc Donc ce dire qu'on a qui parlé à plusieurs consultants et Voilà, dans sa lettre, c'est clairement un avantage potentiel. voilà et c'est aussi, en fait, au-delà de, montrer que, on a coché les cases, c'est vraiment plus une démarche personnelle. Donc un étudiant qui sort, d'école de commerce, école d'ingénieur, université, rencontrer les cabinets, ça donne aussi une impression des différences. Et d'ailleurs tout à l'heure on disait quelle est la spécificité de Bain. Je pense que là-dessus, ce qu'on entend beaucoup alors, moi aussi forcément je suis biaisée, mais ce qu'on entend c'est qu'au niveau culturel, on se différencie quand même pas mal dans notre façon de travailler, dans l'ambiance qu'il y a au sein de nos consultants. On est aussi connus au niveau du private equity, même si c'est pas la majorité de ce qu'on fait. On a aussi ça un peu comme axe de différenciation, mais surtout, je pense que c'est une perception personnelle. Parce qu'on pourra dire nous, voilà, on fait les choses comme ci, on fait les choses comme ça. Chaque cabinet aura ses spécificités, mais pour pouvoir savoir ce qu'on veut faire, il faut principalement rencontrer les gens. Et ensuite, effectivement, en parler dans la lettre de motivation, ça et aussi dans les entretiens, ça montre en fait que c'est une démarche qui va au-delà de simplement postuler, et de voir ce qui se passe. Alors chez les candidats, ce qui est évalué, c'est aussi, les expériences précédentes. Quel parcours, toi, tu valorises, chez un candidat qui, veut ensuite postuler chez Bain? Alors en fait, nous, donc moi, je fais passer les entretiens de recrutement.
on n'a pas les CV, jusqu'à très, très tard dans le processus. Donc moi, personnellement, ce que je valorise, c'est, ce qui se passe pendant l'entretien. Et au niveau des stages effectués, à nouveau, ce que j'encourage les candidats à f construire leur parcours en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. Je ne peux pas dire, un stage dans telle ou telle entreprise, ça donne accès à Bain. Par contre, ce qu'on souhaite comprendre, le c'est la démarche. C'est-à-dire pourquoi est-ce que le candidat a fait un premier stage dans tel secteur, puis dans tel secteur, puis dans tel secteur? Parce qu'en fait, il y aura pas 2 parcours pareils. Et donc ce qu'on essaye de comprendre, c'est l'articulation, c'est quelles sont les caractéristiques qui en ressortent, de la curiosité, de la rigueur, de l'analytique, et ça peut être fait au travers de beaucoup de parcours différents. Une fois que le candidat est recruté, il est consultant, il vient dans tes équipes, potentiellement. Qu'est-ce que toi, tu aimes retrouver chez un jeune consultant? Qu'est-ce que tu valorises, dans tes équipes? Alors, donc ça, on en a déjà parlé, mais un certain nombre de la proactivité, de la curiosité, de la rigueur. Je pense que ça, c'est vraiment des caractéristiques, qui sont importantes. Heu, Moi, j'aime beaucoup former, les équipes, et donc une envie d'apprendre, une envie de progresser, et une écoute, active. Je pense que c'est vraiment important. Les juniors dans les équipes apportent souvent, beaucoup d'énergie, donc être aussi volontaire pour, organiser, les événements d'équipe, ou on aime bien aussi, un certain moment dans la journée, mettre du team fun, donc pouvoir, avoir un vrai rôle à jouer là-dessus, c'est un véritable élément différenciant, pour un junior, en tout cas dans les équipes, ouais. On entend parfois, que l'IA pourrait potentiellement transformer, voire remplacer certaines missions, effectuées auparavant par les juniors, et quel est ton avis sur ce sujet? Et est-ce que tu observes déjà des choses qui iraient dans ce sens chez Bain? Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, la presse, hein, quand on regarde ce que tout le monde écrit, il y a la moitié d'articles qui disent, que, l'IA va remplacer les consultants, et l'autre moitié qui dit: «L'IA ne remplacera jamais les consultants». Donc moi, ce que je vois dans mes équipes, c'est que tout le monde travaille avec l'IA, y compris moi. Ce que je vois aussi, c'est que ça nous permet, d'être, meilleurs plus vite, mais qu'il faut faire très attention, dans, notre utilisation de l'IA. Donc nous, chez Bain, on a été, les premiers à avoir un partenariat exclusif avec, OpenAI. Donc on a été très tôt sur la vague, de l'IA, et on a aussi été assez rapide à former toutes nos équipes, associés inclus, à l'utilisation de l'IA, et aussi aux fonctions deep search, notamment. Donc pour moi, c'est un outil qui est fantastique. Ça ne remplace absolument pas, notre travail. Mais ça nous permet de rajouter une corde à notre arc. Quand je disais que, nous, pourquoi est-ce qu'on nous recrute? C'est pour, être, assez, factuel, pouvoir donner un cadre, qui peut aider à la prise de décision. L'IA nous aide dans ce sens-là parce que, ça a un pouvoir, énorme de rassembler beaucoup de données, mais il faut aussi énormément avoir, le rationnel pour, avoir le sens critique pour comprendre d'où vient la donnée, pour comprendre comment l'utiliser, et pouvoir en faire quelque chose. Donc en fait, l'IA tout seul, nous emmène, pas très loin, mais l'IA avec une équipe, avec des juniors pour pouvoir l'utiliser, nous permet, de faire des choses, mieux et plus rapidement. Caroline, tu es partenaire chez Bain et tu es une femme. C'est pas, forcément, la chose la plus courante aujourd'hui, même si ça évolue. Comment tu, perçois l'évolution de la place des femmes en conseil? Alors nous, chez Bain, on a quand même une représentation de la femme, au niveau des associés qui est, je pense, supérieure aux autres, cabinets. Donc peut-être que je suis moins confrontée à ce genre de challenge que dans d'autres cabinets, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, de femmes, qui sont promues associées. Néanmoins, ça reste encore pour moi un sujet d'attention fort parce que au niveau du recrutement des juniors, on est,
à parité, même parfois à déséquilibre par rapport des femmes par rapport aux hommes. Et on a encore un challenge à garder les femmes longtemps, particulier au niveau, dans les moments sensibles, au niveau manager, senior manager, associate partner, qui correspondent au moment où les femmes vont avoir des enfants. Et c'est vrai que ça, on n'en a pas encore parlé, mais moi, j'ai 2 enfants qui ont 4 et 7 ans, donc je suis passée au travers de ça. Donc on fait beaucoup de progrès, mais on reste un métier qui est exigeant, avec des contraintes, mais qui peuvent être beaucoup plus flexibles qu'il y a quelques années. Et donc en ça, je pense qu'on a beaucoup évolué dans le bon sens, comme l'illustre le plus grand nombre de femmes dans le mix partner, je pense, dans le conseil en général, même si aujourd'hui, on reste encore sous-représentés, mais on progresse. Et il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place par les cabinets, Bain en particulier. Tu es d'ailleurs toi membre d'une initiative qui s'appelle Parents at Bain. Est-ce que tu peux nous en parler et quel est ton rôle dans le cadre de cet engagement? Oui, alors Parents at Bain, on va appeler ça un groupe d'intérêt. Donc on l'a fondé avec un autre partenaire de chez Bain à Paris, qui lui était chez Bain aux États-Unis, à Boston. Et dans différents bureaux Bain dans le système, il y a ces groupes qui s'appellent Parents at Bain, avec pour but de rassembler les parents sur ce thème commun qui est la parentalité en étant chez Bain. L'objectif était simplement d'avoir des forums de discussion pour partager, et ça a été très apprécié. Donc on fait plutôt des systèmes de déjeuner et de partage d'expériences, principalement aussi pour parler de comment est-ce qu'on gère notre carrière et notre vie de famille. Et surtout montrer ce qui est possible. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes se mettent des barrières en disant: «Ah oui, mais non, ça, je peux pas le faire, je vais être en réunion jusqu'à telle heure et donc finalement, le conseil n'est pas pour moi parce qu'en fait, les horaires sont trop extensibles et je ne verrai pas mes enfants». Alors qu'en fait, en établissant ces groupes de parole, on a montré qu'on a beaucoup d'entre nous ont des enfants, et on valorise énormément le temps qu'on passe avec nos enfants, et donc on trouve un système qui permet d'organiser notre vie de famille et notre vie professionnelle, de façon à imbriquer les 2 et à trouver l'équilibre qui nous convient. Alors comment tu fais toi du coup? C'est quoi ta recette pour le faire? Parce que tu as mentionné que tu avais 2 enfants de 4 et 7 ans. Ça doit pas être si facile que ça de concilier ta vie professionnelle qui est, j'imagine, bien remplie et ta vie personnelle? Bah, c'est beaucoup une question de priorité. Pour moi, c'est extrêmement important d'être présent avec mes enfants, tout comme j'aime aussi beaucoup ce que je fais dans mon travail. Donc ça passe aussi par un teaming, hein, avec mon mari. On se répartit les tâches de façon à ce que quand l'un est plus chargé que l'autre, mais l'autre prend la main, et inversement. Il faut aussi être quand même bien organisé. Moi, ce que ça m'a beaucoup appris et j'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation, c'est être beaucoup plus efficace, et gérer les priorités différemment. C'est-à-dire que, avant les enfants, on a finalement beaucoup plus de temps et beaucoup moins de contraintes. Après les enfants, on se met des contraintes qui sont supérieures, parce qu'on en a envie. Et donc pouvoir être à la maison ou pouvoir récupérer les enfants à telle heure, ça nécessite une priorisation des tâches et des choses à faire, beaucoup plus drastique qu'avant. Donc moi, j'ai beaucoup évolué ma façon de travailler. Et ça fait partie de la réinvention de soi. Forcément, on peut pas travailler de la même façon avant et après les enfants. Et donc, en mettant des mécanismes comme ça, en prenant une routine un peu différente, en fragmentant son travail de façon différente, ça permet de continuer à concilier. Et pour moi, dans une semaine, j'ai besoin du temps que je passe en famille avec mon mari et mes enfants. J'ai besoin du temps que je passe à faire du sport et mes amis. Et j'ai aussi le temps que je passe sur mes projets. Donc c'est une gestion d'agenda qui doit être assez fluide, mais qui est assez dynamique. De manière générale, quelles sont les actions mises en place par Bain pour favoriser le développement
personnel de ses collaborateurs? Alors, il y a beaucoup de formations. En fait, Bain, dans les dernières années, a développé, beaucoup d'outils pour pouvoir accompagner les consultants à différentes étapes de leur carrière, à passer, les moments qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Donc on mentionne le fait d'avoir des enfants, donc déjà sur les politiques, au niveau des parents, Bain, a aussi, rallongé, le congé, maternité et paternité, notamment. On essaye aussi, pour les parents en retour de congés parentaux, d'ajuster et d'adapter, les projets qu'ils prennent pour, leur permettre de se réadapter, au projet Bain dans le contexte de leur retour au congé parental. Donc on essaye de mettre en œuvre, différentes façons, de les accueillir, au retour de congé. Ça, c'est pour la situation particulière des retours de congé paternité et maternité. Mais sinon, par ailleurs, il y a beaucoup d'accompagnement, et de développement personnel et c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans le conseil, c'est que c'est un métier qui, a très à cœur de faire évoluer ses consultants. Donc je m'occupe aussi notamment donc je suis class manager des juniors, c'est-à-dire que, je m'occupe de la promotion, des juniors à un moment donné, m'assurer de son développement, correctement, en identifiant avec, l'équipe, RH également, quels sont sur certains juniors les besoins de développement et pour aussi proposer des solutions, notamment de formation pour les aider à travailler sur les axes sur lesquels ils doivent se développer. Donc on les accompagne vraiment de façon personnalisée, et en continu. Ça, c'est des actions qui se passent au niveau de Paris, mais aussi chez Bain, on a des formations au niveau international. Donc une fois, tous les 2 ans globalement, les consultants sont envoyés avec leurs pairs des différents bureaux, pour une formation qui dure en général, 1 semaine, sur les modules clés d'apprentissage qui sont importants au niveau, du grade auquel ils se trouvent sur le moment. On arrive, Caroline, à la fin de ce podcast, mais il reste encore une partie traditionnelle, c'est le quiz du Career Insight, dont je vais rappeler les règles rapidement. Ce sont des questions courtes de mon côté, mais des réponses courtes aussi de ton côté. Très bien, allons-y. Un mot pour définir Bain. Stratégie, La plus grande qualité pour évoluer en tant que consultant en stratégie. la curiosité, L'erreur que tu as faite en début de parcours, que tu ne referais plus maintenant. ne pas me reposer. C'est Une- plus qu'un mot, hein, mais C'est très bien. Une mission ou un projet qui t'a particulièrement marqué. une mission sur des parcs d'attractions, où j'ai passé 8 mois dans un parc d'attractions. Je pourrais pas en dire plus. Si tu n'étais pas consultante en stratégie, tu ferais quoi? Quand j'étais petite, je voulais être souffleuse de verre. Une anecdote que tu as peu racontée, que tu aimerais nous partager aujourd'hui. Donc ce sera plus qu'un mot. Ouais, pas de problème. Donc sur mon arrivée à Stockholm, j'étais arrivée j'avais fini une mission, chez Bain à Paris un vendredi soir, pris l'avion le samedi avec tous les cartons et donc le lundi, je me présente au bureau de Stockholm et on me dit, donc j'étais senior associate, on me dit: «Contacte, cette partner», donc fin de journée, je contacte la partner et je me retrouve, le lendemain matin à 7 heures dans un avion, de Stockholm à Helsinki, pour aller dans une usine de carton ondulé à 3 heures en banlieue très étendue de Helsinki. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée pendant un certain nombre de mois à faire les allers-retours toutes les semaines dans la province finlandaise, à travailler sur un développement opérationnel d'une usine de carton ondulé pour ensuite faire la même chose en Pologne dans la campagne polonaise. Je pense qu'il y a eu une certaine acclimatation au niveau du vent, au niveau du froid, au niveau de la neige, changement de garde-robe pour pouvoir avoir plus chaud, mettre moins de talons et des chaussures peut-être plus robustes, et aussi changement culturel parce que la culture française est pas forcément la même que la culture finlandaise ni polonaise, en particulier dans l'industrie. Voilà. Le conseil que tu donnerais à la plus jeune Caroline Jean qui étudiait à l'ESCP il y a quelques années. Ouais, le conseil, c'est pas mal, ça vaut le coup de tenter. Merci Caroline. Merci à toi.
Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Chose au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme TrainingNow si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.